Un produit n'est jamais prêt. Je pars du principe qu'il est jamais prêt et peut toujours être amélioré. Et à ce moment-là, j'étais un peu dans l'urgence. Pour moi, 1 an de développement, c'était beaucoup. J'avais testé le produit 6 mois. La matière était nouvelle. J'avais envie d'avoir la primeur sur le marché de cette matière-là. Et donc, je voulais absolument me lancer en septembre. Et en fait, forcément, la première production, il y a des petits défauts, il y a des choses à corriger, problème de sizing, problème de matière. Et donc, on s'améliore au fil de l'eau. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour les startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de rencontrer aujourd'hui Laure Babin. Salut Laurent. Ça va ? Super. Laure, ça va être parfait. Laure est la fondatrice de Zeta Shoes, qui est une marque de basket zéro déchet et en grande partie avec du cuir réalisé à base de raisin. C'est ça, exactement. On fabrique des baskets recyclées à partir de matières qui vont être revalorisées, donc beaucoup de déchets. On va retrouver notamment du raisin, et c'est ce qui a fait un peu parler de nous au lancement, mais aussi du plastique recyclé, du latex, du liège. Voilà. Et parmi les sujets qu'on va aborder, je me l'étais pas noté, mais je viens de me le noter, c'est les pillards, parce que je te trouve quand même sur pas mal de sites. Laure avait le choix sur sa dernière année d'études, partir à l'étranger ou se lancer à fond sur un projet pour se tester. Et ben c'est ce qu'elle a fait. C'était en 2020. En mars, elle a reçu les premiers protos de ces magnifiques baskets que vous pouvez aller voir sur zeta-shoes.com, et mettez Zeta dans Google et vous trouverez. Pour un lancement en septembre. Aujourd'hui, on est fin 2022, donc il s'est passé 2 exercices fiscaux, hein, c'est ça. Et sur ton deuxième exercice que tu as clôturé cet été, tu as fait 1,2 million, 80% en B2C, 20% en B2B. Tu m'expliqueras pourquoi, mais je trouve ça assez impressionnant, parce qu'en général, c'est un gros accélérateur de partir en distribution, wholesale, retail, corner, j'en sais rien, pop-up, pour accélérer. T'as fait une super campagne Ulule au lancement, 2700% de réalisation, c'est top. Tu vas me raconter comment et pourquoi. Enfin, pourquoi et comment. Et puis on parlera évidemment de... Alors, chères auditrices, surtout... Non, chers auditeurs, tu me diras, inclusif, Laurent. On parlera de Georges Clooney, entre autres. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. On parlera aussi de Jennifer Lopez. Hein, voilà. Très heureux de te recevoir. Alors, c'est Hugo Benz, B-E-N-T-Z. Ouais. C'est vraiment un nom de rappeur, je trouve. Ouais. Non mais Hugo Benz. Un peu NTM, tu sais, dans la vibe. Hugo Benz, qui est un ami commun, mais un associé aussi à distance, parce que il est ou était donc Kimono avec Olivier Ramel, qui est notre associé à la Villa Maria à Bordeaux, d'où tu viens. Exactement. Et il se trouve qu'il a créé un club. Ouais, il a créé un club d'entrepreneurs, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Le Poney Club. Le Poney Club. Que vous ne trouverez nulle part sauf sur LinkedIn. C'est ça, exactement. On était 6 au début, 6 startups dans ce club, et en fait maintenant on est 150. Et on fait un dîner, soirée par mois, où on se rencontre, on fait la fête, on échange. Et vous parlez business. Et on parle business. Formidable. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est comme ça que tu as rencontré Hugo. Et Hugo m'a un jour écrit en disant: écoute, j'ai rencontré une nana qui est pas très sympa. Non, une nana top qui a lancé Zeta Shoes. Est-ce que ça t'intéresse pour le panier? J'ai dit mais oui. Et on s'est parlé et te voilà. C'est la première marque de mode ou chaussures que tu enregistres? Ah là là, tu le sais mieux que moi, c'est génial. Non, je crois que... Question. Ah, c'est une question? Non, bien sûr, j'ai reçu Fago, j'ai reçu qui avait aussi lancé qui fait aussi des baskets, et puis Asphalt. Ouais, c'est Alors vrai. c'est pas une marque, c'est une marque de fashion, c'est une marque de mode. Asphalt que tu connais et croises à Bordeaux et admires. Exactement, William, ouais. Et qui t'a donné un bon conseil. Sur le produit. Exactement. Est-ce que je l'ai noté parce que je voudrais... Ouais, ton produit était-il parfait? Je te poserai la question à un moment, et William de Asphalt a répondu. Bref, ça va être un épisode très sympa. On va parler
pas mal de business. On va aussi parler un peu du contexte du lancement. Mais je fais quand même aussi une petite side note, une petite note pour vous dire que Laure est passée en septembre sur le podcast Entreprendre dans la mode, qui est animé par mon ami et mon collègue chez Orso Média, Adrien Garcia. C'était en septembre. Ouais. Je retrouvais pas le numéro, mais si vous tapez Zeta et Entreprendre dans la mode, vous trouverez son épisode. On y parle beaucoup plus de fashion, du coup, ouais, de la mode. Ok. De produits, de mode, des projets à venir. Très bien. Un peu moins technique. Donc voilà. Alors, technique, moi je suis technique. Cool. Pourquoi tu choisis de lancer une marque de chaussures sur ta dernière année d'études plutôt que d'aller, comme tout bon étudiant d'il y a 20 ans, faire 6 mois à l'autre bout du monde? Ouais, complètement. Ou faire 6 mois à Paris dans une grosse boîte, L'Oréal ou autre. Ouais. Bah, c'est ce qu'ont fait mes camarades de classe, et je me suis retrouvée toute seule à Bordeaux parce qu'en fait donc j'intègre ma dernière année de master à l'IAE, et en fait à ce moment-là le projet est très clair. Je veux pas faire de salariat, je veux entreprendre, je veux monter ma boîte. J'ai cette idée depuis mes 18 ans. Il y a eu différents projets avant, il y a eu une application mobile, il y a eu une marque de t-shirts, il y a eu plusieurs trucs. Et en dernière année de master, je me dis ok, c'est le bon moment, j'ai 1 an avant d'être sur le marché du travail. Donc, je me bouge et je crée ma marque. Et à ce moment-là, j'ai fait tous mes stages dans la mode et dans la chaussure, au Cambodge, au Pérou, aux Pays-Bas. Je suis passionnée par ce milieu, je dessine. Ces expériences passées et à l'étranger, c'était déjà dans la chaussure? Ouais. Ok. Ouais. Et tu dessinais? Dans la chaussure. Ouais. Ok. J'ai pris pas mal de cours de dessin quand j'étais plus jeune. Et c'est un milieu qui me passionne. J'adore le vêtement, j'adore ce qui représente. Je suis passionnée par ça. Et donc, je sais que je veux me lancer dans la mode, mais je veux avoir un impact positif. Et à ce moment-là, je fais un état du marché. Je me dis, ok, des marques de fringues, il y en a plein, de marques de fringues responsables. L'offre, elle est déjà là. Je n'ai pas envie d'être une marque de plus, ça sert à rien. On a déjà suffisamment de quoi s'habiller pour de la fringue responsable. Mais dans la chaussure, l'offre, elle est beaucoup plus limitée. Donc, il y a un vrai besoin. Et donc, il faut aller là où le marché est. Et donc, je prends ce produit, donc la basket, c'est un marché monstrueux parce que tout le monde a une paire de baskets dans sa garde-robe. C'est huge. Ouais. Et en plus, il évolue vachement en ce moment avec la seconde Clairement. main, les drops spéciaux. Ouais. Enfin. Clairement. La sneaker, c'est un marché très porteur. Et donc, je déconstruis un peu ce produit-là. Je me dis, ok, c'est fabriqué en Asie, à l'autre bout du monde, dans des conditions qui sont terribles la plupart du temps, à partir de matières dégueulasses, pour dire le mot, du plastique, du polyester. Des faux cuirs. Ouais. Non, pardon, des faux cuirs animaux, mais ouais, oui. Et donc, en fait, l'idée, c'était juste de se dire, est-ce que je vais prendre ce produit, je vais en faire un produit beaucoup plus propre et fabriqué dans de bonnes conditions en Europe. Tout simplement. C'était le postulat de base. Super. Et donc, tu te lances à fond? Ouais. Donc, je commence par les dessins. Une fois que j'ai dessiné le modèle, le logo, je définis un peu l'image de marque. Bon, ça, c'est venu un peu après, mais j'ai défini les grandes lignes. Mon USP, en fait, qui était d'avoir une basket 100% recyclée, entièrement, donc délacée à la colle en passant par la boîte, absolument tout. Je me mets à la recherche des matières. Donc, gros travail de sourcing, de fournisseurs. Et ensuite, je pars au Portugal rencontrer les usines. C'est un marché qui est huge, tu l'as déjà dit. Il y a aussi d'autres, enfin le marché est quand même assez explosé à ce moment-là, entre des immenses acteurs à la Nike, Adidas. Tu as aussi des acteurs plus fins, je les ai cités tout à l'heure, mais qui sont aussi sur cette vague de réinventer la basket et sa prod. Dans ton étude, tu les intègres, enfin dans ta réflexion, tu les intègres. Tu te dis qu'il y a une place à prendre quand même? Complètement. Enfin, à l'époque, il y a toujours Veja, qui est pionnier en fait sur ce marché-là et que j'admire énormément parce qu'ils ont construit quelque chose de gigantesque et en le faisant bien. Mais il y a toujours une place à prendre. Il y a trop peu d'offres par rapport à la demande. Et je sens qu'à ce moment-là, le marché est prêt. Les gens commencent de plus en plus à s'interroger sur la traçabilité, sur la compo, sur les modes de fabrication. Il y a une vraie conscience collective écologique. Et donc je me dis, c'est le bon moment. Il faut pas tarder. C'est surtout ça. Alors je viens sur la matière ensuite, mais une basket, c'est quand même vachement technique. C'est plus technique qu'un t-shirt. Bah, c'est ça, tu fais 10 000 pas par jour, pour peu que tu apportes, je sais pas, 3 jours par semaine, 30 000 par semaine, 3 x 5, 15, ça fait 1,5 million, 150 000 par an, je dis une connerie, mais ça fait beaucoup de pas. Faut que ça tienne. Ouais, et c'est surtout qu'il y a beaucoup de composants. Au-delà du confort, au-delà de la résistance, il y a beaucoup de composants qui sont présents dans la chaussure. Et donc, trouver une alternative recyclée, propre, c'est fabriqué en Europe pour les lacets, pour la doublure, pour l'intérieur,
C'est un vrai travail de fourmi, quoi. Ok. Dans quel sens tu fais la recherche de matériaux et la recherche de manufacture? En parallèle. Laure, on reprend. Alors, vous aurez compris, il y a une coupure à l'instant. C'est assez fun et on se faisait la réflexion avec Laure que la vie d'entrepreneur est quand même assez... Plein de rebondissements. Il s'est passé un truc drôle, je vous le raconte. Donc, on enregistre dans une salle qui a des vitres, une paroi en verre. Donc, je vois l'entrée de mes bureaux. Et pendant qu'on enregistre, Laure a capté que qu'elle perdait mon attention. Et en fait, donc il y a littéralement quelques secondes pour vous. J'ai vu entrer 2 personnes, une personne de mon équipe leur a ouvert et je les ai vus sortir une carte comme à la télé, quoi, une carte avec le petit macaron tricolore bleu, blanc, rouge. Première fois que ça arrive, quoi. Et en fait, on est témoin dans un truc. Et ils cherchent des choses. Mais voilà, la vie d'entrepreneur est assez mouvementée. Ouais. Tu étais en train de me raconter, de m'expliquer si tu allais chercher les producteurs et le matériel en parallèle. Complètement. Donc j'ai commencé à étudier les matières qui étaient utilisées sur la chaussure. Et à partir de là, j'ai sourcé les matières. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les listes des exposants, des salons de la mode, des salons fournisseurs, un par un. Et je leur ai écrit un par un pour savoir ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient comme matière. Et ensuite, j'ai essayé de voir si je pouvais l'adapter sur la chaussure. T'as trouvé la liste où? J'ai pris chaque salon de la mode, tu vois, Première Vision, machin. Okay. Et je me suis vraiment focus sur le portugais. Chaque salon de la mode, Première Vision, tu m'en donnes quelques-uns pour nos auditrices, auditeurs? Première Vision. Franchement, principalement. Ouais, principalement. Bon, c'est le plus gros que je connaisse. Et après, au Portugal, il n'y en a pas tellement, mais souvent les fournisseurs portugais se rendent à Première Vision pour exposer. Et de là, j'ai contacté un par un. J'ai listé les fournisseurs. J'ai fait une liste d'usines de chaussures, d'ateliers de chaussures. Alors, j'ai eu très très peu de réponses. Quand tu dis que tu te lances en fait de zéro, que tu as juste des dessins, des fiches techniques, que tu es solo, personne te répond. Bah, évidemment. Clairement. Évidemment. Quand t'es pas une grande marque qui est déjà une équipe. Je fais un tout petit parallèle, mais nous, on est contactés toute la journée par des tas d'entrepreneurs qu'on adore et qu'on adore avec Matt, qui viennent de JDIY ou du panier. Alors, on répond à tous intégralement. Mais évidemment, j'imagine que la plupart des agences zappent, tu vois. J'ai un projet de lancement. Bien sûr. Ouais, complètement. Mais certains t'ont répondu. Ouais, il y en a eu 3 qui m'ont répondu. Okay. Il y avait un agent et 2 usines. Donc, plutôt que d'échanger par mail, je suis partie au Portugal. Avec les petites économies que j'avais, tu vois, j'avais vraiment rien de côté. J'avais pas fait d'emprunt à ce moment-là parce que je voulais avoir une preuve de marché. Donc, je bossais dans un bar et j'ai pris les économies que j'avais mis de côté pour payer le billet d'avion. Et je me suis rendue sur place, j'ai fait le tour des usines. Et la première que j'ai rencontrée, celle avec laquelle je bosse, il y a eu un vrai coup de cœur. Il y a eu un vrai feeling, tu vois. Tu le sens, et je pense qu'on me parle beaucoup d'instinct en entrepreneuriat. Et je me suis dit, c'est eux. C'est avec eux que je veux bosser. Ils avaient complètement perçu le projet. La notion de zéro déchet, recyclé. Ils n'ont pas été là à me proposer des alternatives bio, naturelles. Ils ont vraiment compris l'essence du projet. Et donc, j'ai visité ensuite les 2 autres. Ça l'a pas fait. Et donc, c'est avec eux que j'ai lancé le premier proto. Au Portugal. C'est toujours le même producteur aujourd'hui? Toujours le même producteur. Ok. Et sur la partie matière, du coup? Ouais. Et donc, sur la partie matière... on l'a dit à demi-mot en intro, mais t'es bordelaise. Enfin, t'es pas bordelaise, t'es... Angevine. Angevine. Je me demandais quel était le gentilé. T'es angevine, mais tu vis à Bordeaux depuis tes études. Tu m'as dit d'ailleurs, Bordeaux, une c'est fois ma qu'on a testé, on ne repart plus. Clairement, je suis amoureuse de Bordeaux. À quel moment se fait la connexion? Tu cherchais spécifiquement ça? Non. Okay. Je voulais une matière végane. Je ne vais pas utiliser de cuir parce que le marché est demandeur. La communauté végane est demandeuse de chaussures véganes. Et donc, j'ai trouvé les alternatives recyclées pour chaque composant de la chaussure. Il me manquait l'extérieur, la partie principale, qui généralement est constituée soit de plastique, soit de cuir animal. Et en fait, au fil de recherche, je tombe sur une entreprise italienne qui fabrique un cuir de raisin. On appelle ça cuir, on n'a pas vraiment le droit, mais une matière végétale en raisin. Et là, je me dis bingo. Une marque bordelaise qui fait des chaussures à partir de raisin. Mais alors, juste explique-moi comment à partir d'une... C'est la peau de raisin, j'imagine? Ouais, c'est exactement ça. Ce qu'on appelle le marc, ce qui reste après les vendanges, ce qui reste après la vinification. Donc les peaux, les pépins, les résidus, qui vont être déshydratés, c'est-à-dire quelque chose de très sec, qui va être broyé en une poudre, intégré à d'autres matières, pour devenir ensuite une pâte qui va être étalée et découpée pour être assemblée sur la chaussure. Et solide, qui tient dans le temps. Elle est tissée ou c'est littéralement une... C'est comme une peau, ouais. Ok. Donc tu la découpes après, tu la tisses pas. Exactement. C'est exactement ça. Alors solide, oui. Autant que du cuir animal, on n'a pas assez de recul. C'est une matière qui est plus fragile. Donc on le dit, on le dit aux consommateurs. Il faut en prendre soin. On ne va pas en festival avec. Mais jusqu'à présent, on est hyper satisfait. Ok, excellent. Donc
de la matière première, un producteur au Portugal pour l'assembler, L'assemblage, ouais. un design Que j'ai dessiné. que tu as fait toi-même. Ouais. On s'improvise comme ça, créateur de... Il faut de croire. mode. Alors, heureusement... Écoutez, Entreprendre dans la mode pour avoir le détail, j'imagine. Ouais. Ton épisode Heureusement, avec Adrien. derrière, il y a le modéliste. Tu sais, en interne, au Portugal, ils ont un modéliste qui va faire passer le dessin au prototype. Heureusement qu'il a été là. Mais ouais, les premiers dessins, c'était moi qui les ai faits. Le logo aussi, l'identité graphique. Bah, tu sais, quand on n'a pas d'argent au début, quand on n'a pas envie d'investir tu beaucoup... fais tout. Bootstrap. Ouais, clairement. Ouais. clairement. Je vous ai déjà parlé du Bootstrap Club, alors je ne vous en reparle pas. Mais je t'ai posé la question de la solidité tout à l'heure, et on a parlé avant la coupure du fait que tu fais 10 000 pas par jour pendant des mois avec des chaussures. Tu les as testés du coup? Tu les as comment? T'as éprouvé la matière? Complètement. Je les ai reçus du coup en mars 2020. Sorti non, en plein Covid. Ouais, c'est plein ça. Covid. Ouais. Chez mes parents, vraiment, j'ai reçu la boîte et j'étais là. Oh, incroyable. Franchement, ce moment où tu reçois le produit, c'est magique. Vraiment, j'en ai pleuré. Hein. C'était incroyable. Incroyable parce que ça a été tellement dur d'arriver jusque-là. Ouais, c'était magique, quoi. Je me souviens, j'ai même filmé ce moment pour m'en souvenir. Et en plus de ça, le prototype était canon. C'est surtout ça, c'est que le premier proto, généralement, bon, tu sais qu'il va y avoir des repas, c'est que ça va être modifié. Là, il était canon. Je l'ai porté et il était génial, quoi. Ton producteur acceptait quoi comme minimum order quantity, comme mock? Alors, heureusement, très petit. Okay. Donc, c'était 100. Ok. C'était 100 pour lancer la prod. C'est vraiment de l'artisanat, ça. Hein. Ouais, c'est une petite usine, ils sont 20. Ouais, ok. Très familial, le papa, le cousin, le frère, le fils. Et c'est toujours les mêmes. Et donc, ils arrivent à suivre sur la quantité? Non. Alors, j'ai pas fait... Ok, bah, tu m'expliques. Très bien. Donc, minimum order quantity 100. Ouais. Le produit que tu reçois en mars, c'est un proto. Ouais. Ok. Donc, je le teste à fond. Enfin, du moins, ce que je peux. Heureusement, j'habitais à la campagne, donc j'allais faire des tours dans la forêt. Il se coûte combien, le proto? Le proto, de base, ça coûte 100 €. Et là, ils nous l'ont offert. Je t'expliquerai pourquoi après. Mais même 100 €, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Je me serais attendu à beaucoup alors après, plus. t'as des frais annexes. T'as ce qu'on appelle les cutting knives, les emporte-pièces. Ok, oui, d'accord. Qui permettent la découpe. Et là, c'est 200 € par emporte-pièce. Ensuite, t'as les moules. C'est ces moules verts que tu vois des fois, qui permettent de donner de la forme à la chaussure. Et ça, c'est 1 000 € par moule. Très bien, d'accord. Par pointure. Du coup, ta première chaussure, elle te coûte pas 100 balles. Et en fait, ces frais-là, ils nous les ont offerts. Pourquoi? Parce Covid, stress? Non, 2700 commandes, la première commande. La première production. Oui, mais... Ah, d'accord. Alors, donc, ça t'aurait coûté quelques milliers d'euros de faire ton premier prototype en mars. Et le temps que tu fasses, on va y venir, mais ta campagne Ulule... Ouais, je suis désolé pour le bras, mais le temps que tu fasses ta première campagne Ulule, t'aurais pu les régler. Cette première campagne, gros succès. Et du coup, ils te les ont offerts. Oh, ouais, ok. Exactement. Très bien. C'était leur cadeau de remerciement. Donc, tu les testes et ça va. Et il a fallu qu'un seul modèle, qu'un seul proto? Ouais. C'est ouf. C'est un coup de bol, non? Alors non, on a fait une repasse sur le premier. On a modifié quelques détails, des détails pour la rendre plus jolie, plus esthétique, plus confortable. Et ensuite, le lancement en septembre, quoi. Ça a été hyper rapide. Parce que j'ai trouvé les bonnes personnes, parce qu'ils sont hyper qualifiés, hyper pointilleux, ils ont le goût du détail aussi. Ça, c'est méga important quand on choisit une usine. C'est pas toujours le cas. Il y en a certains qui ont pas de goût, qui arrivent pas à voir que la silhouette n'est pas harmonieuse, quoi. Et là, c'était le cas. Ok. Mortel. Donc, go. Proto, matière, design, solidité, durabilité validée. Ouais. Faut se lancer. Et là, tu lances une campagne Ulule. Exactement. Je bosse sur la campagne Ulule, sur le graphisme et sur la vidéo pendant plusieurs mois. Ça a été très long. Et en septembre 2020, le 7 septembre 2020, c'est lancé. Ok. Et donc, en fait, quand tu te lances sur Ulule, tu dois peut-être le savoir, tu lances en sous-marin. En fait, en sous-marin, ça veut dire que le 7 septembre, c'était un lundi. C'était officiel, c'était lancé à 9h. Sauf qu'en fait, tu peux ouvrir la campagne, envoyer le lien à ta famille, à tes proches, un jour avant, le dimanche. Le but, c'est qu'en fait, au lancement, il y ait déjà, 20-30 commandes du cercle 1, du cercle très proche, et que ça donne envie aux gens d'investir et de participer à leur tour. Tu sais, c'est vraiment l'effet de... c'est l'effet un peu mouton, l'effet de groupe, quoi. Ouais, mais c'est marrant, ça on l'avait jamais raconté. Les commandes sont déjà enregistrées? Ouais. Ou pas encore visibles? Non, si, elles sont enregistrées. Donc au moment de l'ouverture le 7 septembre, t'as déjà, bim, d'un coup, 30 commandes à l'ouverture. Beaucoup plus, en fait. Oui.
Ah. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, ça j'étais pas au courant, qui s'inscrivent sur le lien, tu sais, sur la page d'accueil avant que ce soit visible, pour être tenus au courant les premiers. Et en fait, donc au moment où c'est publié à 9h le lundi, il y a déjà plus de 100 commandes. Parce qu'il y a des gens qui s'y sont rendus avant, en fait. Qui peut-être le savaient ou qui, par curiosité, se sont rendus sur la page le dimanche et qui ont commandé. Et en fait, en fin de journée, on a déjà 500 commandes. Le premier jour, tu as déjà 500 commandes. Tu les vendais à combien ? Je peux regarder, mais tu me diras. En early bird, on était à 89, ensuite ça passait à 99 et ensuite à 109, suivant les paliers. Et donc là, les gens commencent à se plaindre, à dire ouais, mais j'étais inscrit sur la campagne, en fait, j'ai pas réussi à avoir les premiers tarifs. Mais moi, je comprends pas du tout ce qui se passe, quoi. T'as quand même 24 personnes qui ont acheté 5 paires. T'avais un pack 5 paires à 450 balles. Ok. Et ensuite, il y a des personnes qui ont pris le pack à 1000 €. C'est quoi le pack ? Alors, c'est un pack que tu as appelé « C'est moi qui l'ai fait ». Donc, il y avait une paire alpha, plus co-création de la future paire, choix des matériaux, coloris, voyage au Portugal et visite des ateliers, suivi du prototypage. C'est cool, hein, c'est intéressant. Et ce qui est assez drôle, c'est que ce voyage, on l'a fait. Donc, la campagne était en 2020. Ce voyage, j'en reviens tout juste il y a 3 mois. Okay. Parce qu'en fait, entre les emplois du temps de chacun, nos emplois du temps à nous et le Covid, on n'a pas pu voyager. Et bien, ce voyage, on l'a décalé. Et par contre, c'était incroyable. On a emmené du coup les 4 et d'autres 2 personnes finalement qui sont venues uniquement, les autres ne sont pas venus. C'était génial. Très très fun. Ils ont racheté d'autres paires depuis ? Ouais. Ok. Ouais. Attends, je prends un tout petit peu de recul. La campagne commence en sous-marin, hyper important, chers auditrices, chers auditeurs. Donc faites-la, vous la poncez bien. Premier réseau, éventuellement réseau N+1 proche pour enregistrer des commandes. Les gens que tu ne connaissais pas qui s'étaient inscrits sur le waitlist de la vente Ulule, eux, ils ont eu accès aussi, tu m'as dit. Ouais. Mais comment ? Ulule l'ouvre en fait, c'est amont ? En fait, les gens retiennent la date officielle, donc ils vont se connecter, ils vont aller sur la page le lundi 7, ouais. Mais en réalité, tu peux y accéder un jour avant. Okay. Et plusieurs fois, moi, j'ai participé à des campagnes avant même la date de lancement. Ok, très bien. Bon à savoir. Il y a des gens qui ont acheté un pack 5 paires. Pourquoi se priver ? Enfin, t'as fait des packs, 3, 4, 5 paires. Pour avoir des prix dégressifs, ouais. Ouais, c'est ça, mais pourquoi se priver ? Donc c'est bien, mais c'est quand même 20. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ouais, c'est ça, 24 personnes. Ça fait 10 000 balles à 450, c'est cool. Donc pensez-y, chers auditrices, chers auditeurs, et le voyage, c'est fun, très bien. Ouais, venez voir nos usines, on vous emmène un week-end au Portugal. Ok, bonne idée, très bonne idée. La campagne cartonne, et comme ton prototype, le premier était le bon, tu pouvais lancer la prod assez rapidement. Du coup, il n'y a pas eu beaucoup d'attentes ? Point d'interrogation ? Si, ok. Parce qu'en fait, les matières premières, tu les commandes 2 à 3 mois à l'avance. Là, il nous fallait les pointures. Et en fait, les gens n'inscrivaient pas leurs pointures quand ils passaient commande. Ulule ne le permet pas. On devait recueillir, nous, il y a des Excel à la fin et des questionnaires, toutes les pointures. Alors, je t'imagine même pas le bordel. C'était compliqué. Ouais, c'est chaud. Et en plus, comment tu fais pour savoir si tu tailles petit, taille grand Ça, on avait testé déjà. Ok, et t'avais un... Donc, tu t'es fait livrer plusieurs protos ? On a eu 2, ouais. Ok. C'était un peu l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas suffisamment testé le sizing. Ok. T'autorisais les retours sur la vente Ulule ? On en a eu beaucoup, parce que ça taillait trop petit. Ok. Voilà, erreur classique de début, dans de la chaussure. Pas très étonnant, en fait. Ouais, quand je parle avec d'autres marques, ça arrive très, très régulièrement. C'est bien. Ce qui, en revanche, est intéressant, c'est que j'imagine que parmi les retours, il y en a qui sont récupérables. Enfin, et que c'est des échanges. Donc au final, c'est les gens, ils les voulaient vraiment. Ouais, c'est ça qui est assez incroyable. On a eu quasiment peu de retours. C'est moins de 0,5%. Moins de 0,5 ? Ouais. Okay. Les gens, ils voulaient vraiment leur paire. Donc c'était un échange de pointures. Et donc du coup, pour répondre à ta question, on a livré avec 2 mois de retard. Ça devait être livré en décembre pour Noël. Ouais. Et on a livré les premières commandes fin janvier, début février. Okay. L'usine était complètement sous l'eau. Eux, déjà, Noël, c'est une période qui est méga chargée pour eux. Là, on leur annonce 2700 commandes au lieu de 500, ce que j'avais prévu le maximum. C'était vraiment 500. Je m'étais basée sur les campagnes existantes. Ouais, t'as fait un x5 par rapport à ton objectif. Ils étaient sous l'eau, ça tombait mal en termes de période. Ouais. Mais ton apprentissage, entre autres, c'est que 1, bien tester les tailles. 2, la campagne a duré 6 semaines, c'est ça en gros ? 8 semaines ? Elle a duré 1 mois. 1 mois ? 4 semaines. Ah oui, 4 semaines, 9 octobre. T'aurais pu très tôt commencer à recueillir des détails et des infos ? Tu l'as fait à la fin ou tu l'as fait en cours de route, tu vois ? Non, on l'a fait à la fin. Tu l'as fait à la fin ? Parce qu'en fait, quand tu veux passer commande, tu passes commande de... Oui, mais pour t'éviter de faire 2000 demandes à la fin et des relances et des machins. J'aurais pu faire des stats. Tu vois, commander beaucoup plus, 5000 pointures, un assortiment, et ensuite piocher dedans.
Mais en fait, au début, c'est tellement compliqué de gérer l'approvisionnement des matières, des pointures, etc., que les fournisseurs veulent quelque chose de très clair, un bon de commande très clair. Et donc, en fait, on décide d'attendre la fin de la campagne. Et sur ce premier batch, ton producteur a pu t'accompagner? Oui, ouais, complètement. Ok. Complètement. Ils ont tout produit, on a tout livré. Et donc, février, comment on les appelle? Les baskets, les états, les états choses, les baskets arrivent. Et ça y est, c'est parti. Ouais, attends, 2700, c'est ça? Ouais, 2700 paires. 2700 paires. Et ok, donc tu fais plus ou moins 200 000 euros sur la campagne. On fait 270 000 euros. Pourquoi 270? Parce que le prix est dégressif. Ah, à cause des... Ben non. En fait, si je fais 2700 x 89, ça me fait 240 000. Non, parce qu'il y a différents prix. Ça repasse à 109 euros. Quand on passe un palier, tu sais, t'as ceux qui participent en premier. Ensuite, ok, autant pour moi. 270 000 euros, on devient la campagne Ulule la plus financée dans la catégorie mode. Tu viens d'être diplômé à ce moment-là en plus, non? T'as fini courant de l'été ton IAE. Ouais. Ok. Exactement. C'est cool. Je fais mon stage de fin d'études sur le projet. Ok. C'est pour ça que je te disais que je suis restée vraiment toute seule à Bordeaux, solo, quand tout le monde est parti à Paris. Mais à ce moment-là, aucun regret, quoi. Et tu es la campagne la plus financée ou la financée la plus rapidement? Qu'est-ce que tu m'as dit? La plus financée, ouais. Okay. Qui a levé le plus dans la catégorie mode. Bah félicitations, c'est cool. Mais ce n'est que le début. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Après, il faut lancer un site très rapidement. Le site, donc je bosse dessus pendant la période de production, donc décembre, janvier, à fond, je fais les maquettes. À ce moment-là, je réalise pas tout ce qui se passe. C'est vraiment t'es pris dans un tourbillon. C'est-à-dire que pendant 1 an, tu bosses un projet, un sous-marin, où t'en parles seulement à tes potes, à tes parents, à ta famille, et d'un coup, tout ça va très très vite en fait. Je reçois des milliers et des milliers de messages, je comprends pas trop ce qui se passe, et donc je réalise pas quand la campagne est terminée que c'est réel. C'est vraiment, je suis dans une bulle où tu me parles de 300 000 euros, je te dis mais et en fait pendant 1 an, je vais quasiment rien dépenser. Me verser très très peu de salaire parce que en fait ça me paraît pas réel, pas palpable. Ouais. Et donc je me dis qu'il faut être précautionneux. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des très bons résultats. C'est qu'en fait je dépense très peu. Donc je fais ces maquettes par moi-même, alors que j'aurais pu prendre une agence. Mais je fais ces maquettes. C'est toujours le site actuel? Non, on a changé. Okay. Après, on a pris une agence. Mais c'était pas trop mal, tu vois, pour un premier site. Franchement, c'était pas trop mal. Et donc, on fait le site par un free. Et puis ensuite, on lance le site avec un tout petit stock. Tu vois, je me rendais pas encore compte de combien il fallait, les pointures, etc. J'avais du mal à faire des stats. Je suis pas très très bonne en Excel. Et donc, on lance un petit stock. Je crois qu'on avait 500 paires en stock sur les coloris. Et là, on lance à 18h le site un vendredi soir. En une soirée, 300 paires. Il n'y a plus de stock. Et là, je me dis, OK, il va falloir voir vraiment plus large. Donc, j'apprends, tu vois, au fur et à mesure, step by step. Je recrute une alternante. Je me rends compte que je ne peux plus arriver toute seule. Donc, ils m'aident sur tout ça. T'as créé la boîte à quel moment? Les statuts, juridiquement, juste avant la campagne. Dernier moment. OK. Vraiment dernier moment, SASU, classique. Et donc, je recrute Anne, ma première alternante, qui m'aide vachement sur tout, surtout SAV.com. Et en fait, à ce moment-là, ce que j'aurais dû faire, ce que j'ai pas fait, c'est que j'aurais dû me poser, vraiment me prendre une journée à me dire, OK, c'est quoi la strat et de quoi j'ai besoin. Et ce dont j'avais besoin à ce moment-là, c'était d'être entourée et d'avoir peut-être quelqu'un sur la partie prod logistique, quelqu'un, une alternante ou un stagiaire sur la partie com. Ça, je le fais pas. Et du coup, on reste à 2 pendant 1 an. Toi étant l'alternante. Ouais. Et donc, je fais vraiment de l'opérationnel pur. Je fais à la fois de la prospection, je fais de la com, je fais de la logistique, je fais de la finance. Site, le digital. Ouais. Ok. Et tu es je l'ai dit en intro, tu es toujours seule fondatrice. Ouais. T'as pas d'associé à ce stade? Ok. Et aujourd'hui, toujours pas? Non. Ça va? Vraiment, non, j'en veux pas. C'est un choix et ça a été longuement réfléchi. C'était mûrement réfléchi. Et j'ai rencontré quelques personnes au tout début. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais prendre les décisions seule, que je savais exactement là où j'allais. Et que souvent, l'association, c'était source de désillusion. Et pour le moment, je ressens pas du tout le besoin d'être associée parce que j'ai une équipe qui est formidable. On est 6 maintenant. Et tout est très bien organisé, très bien calibré. Et donc, j'ai pas le besoin de m'associer.
Beaucoup d'assurance dans ce que tu dis, je trouve ça formidable, admirable surtout. Moi, je trouve que dans le doute et la chance a une part importante du business au quotidien. On l'a vu il y a 28 minutes maintenant quand les mecs sont arrivés chez moi là. Et je trouve que d'être pas entouré, d'être à 2, à 3, à 4, nous on est 4 chez Cosa Vostra. Parfois ça aide quoi. Mais j'entends ton point et du coup, alors juste comment tu cherches le conseil? Bien entouré, tu vois, bien entouré, bien accompagné, c'est pas la même chose que d'avoir des associés. Ce club, le Pony Club, j'imagine, entre autres. Ouais, ça s'est arrivé plus tard. Okay. Au début, je vais voir des petites structures, je vais voir une couveuse à Bordeaux, je vais voir, j'essaie de demander conseil à droite à gauche. J'ai des copains qui sont dans la finance, donc je leur demande qu'est-ce que t'en penses. J'ai Camille qui nous rejoint plus tard en freelance, qui sort d'un cabinet de conseil EY. Qui nous aide qui m'aide quelques heures par mois sur la partie finance, etc. Et qui plus tard, donc en mai de cette année, l'année dernière, qu'on recrute en CDI. Donc sur la partie vraiment production, logistique, finance. Et vous êtes 6 aujourd'hui, c'est ça ? Aujourd'hui on est 6. Ok, formidable. D'autres produits lancés depuis, du coup ? Alors après ton premier produit, il faut créer. Donc c'était l'alpha, la première, c'est ça ? Toujours l'alpha. On a un seul modèle qu'on a décliné avec plusieurs matières. Donc on a commencé avec le raisin. Ensuite, on a lancé les scratchs avec du maïs. Et la collab, dernièrement, avec Nespresso. Et du marc de café. Exactement. Cool. Allons-y sur le market. On reviendra sur la distrib et l'international après. La collab avec Nespresso, elle arrive quand ? Je reçois un message du PDG, donc de Nespresso, Guillaume Lecunf, sur LinkedIn, que j'ouvre très tardivement, parce qu'on le sait, on est un peu harcelé sur LinkedIn. Ouais, et d'ailleurs, j'en profite, je vous fais un tout petit message, chers auditeurs, chers auditeurs. Vous êtes nombreux à m'écrire ou à me demander en contact. Je répondrai un jour. Je le fais au fur et à mesure. Pardon, je suis désolé, mais parfois, c'est vrai qu'il y en a parfois beaucoup qui tombent. Mais voilà, ne m'envoyez pas, mais continuez surtout de me faire vos remarques, vos avis, vos critiques ou vos commentaires. Je les prends avec grand plaisir. Excuse-moi, Guillaume Lecunf ? Lecunf, ouais. Ok. Le PDG de Nespresso. Qui m'écrit, qui me dit, juste après la campagne Ulule en fait, et qui me dit, Laure, j'ai vu les baskets en raisin, est-ce que tu serais OK pour tester avec du café ? Donc ça, c'était en janvier 2021. Non, mais c'est un énorme coup de bol. Parce que j'avais prévu de te demander comment t'allais le chercher, le négocier. Ouais. C'est un énorme coup de bol. Ouais, c'est incroyable. Le patron de Nespresso t'écrit, ok. Mais du coup, il a entendu parler de toi sur la campagne Ulule, c'est tout ? Sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Il a vu un article de presse. Ok. Qui fait partie de tes principaux leviers d'acquise et de croissance et d'activation ? La presse. LinkedIn. LinkedIn, ouais, complètement. On y reviendra. Génial. Et alors, il y a déjà du cuir de marc de café, même si on dit pas comme ça ? Exactement, c'est ça le problème, c'est que ça n'existe pas. On peut mettre du marc de café dans les semelles, on peut intégrer n'importe quelle matière sèche dans des semelles, en fait. Par contre, il n'existe pas de cuir vegan de café. Et donc là vient une nouvelle recherche de fournisseurs, où il faut convaincre des labos, des fournisseurs de faire de la R&D pendant plusieurs mois pour se lancer. Et là, j'essuie un nombre de refus incalculable, parce que tout le monde me dit, mais tu te rends pas compte, ça va prendre 10 ans. Et il y a un fournisseur au Portugal, Tintex, qui nous dit, OK, nous on a déjà fait des tests il y a 7 ans, on veut bien les reprendre, et on vous accompagne. Et là, 8 mois après, ils nous sortent une première version de cuir vegan en café, qui est incroyable. Et en fait, on se lance dans les protos, et tout va très très vite. On a une période vraiment avec Camille, parce que c'est elle qui a bossé avec moi sur ce sujet, l'hiver 2021, où on se fait des semaines de travail entière à bosser sur le projet Nespresso, là où il aurait fallu qu'on soit une équipe, en fait. Une équipe entière, et on était encore 3 ou 4 à l'époque. Et du coup, on bosse à 2 sur le sujet prod, produit, logistique, communication, marketing. Comment ça impacte ta prod ? Au lieu d'envoyer du raisin, t'envoies du café, quoi. Ouais, en fait, on est obligé de diminuer un peu. Ça passe, mais diminuer ? Diminuer la part de modèles en raisin et en maïs. Oui. Pour laisser un peu de place à la prod en... À la prod en café, en cuir de café, en marc de café. J'imagine que la matière répond différemment que le... Ouais, il y a eu une grosse phase de test. Il y a quand même un peu de... À la couture, j'imagine que... Ok. Et ensuite, il faut une campagne pour en parler. Et ça a fait du bruit, cette campagne. Ouais, c'est Nespresso qui gère ça. Ok. Ils mettent du budget, eux ? Ouais. Tu leur demandes de mettre du budget ? Non. Quel est le deal ? Le deal, c'est vous allez vendre les produits. Vous, Zeta va vendre les produits. Ouais. On ne va prendre aucun bénéfice.
mais on va vous aider à en parler parce qu'on croit en vous, on aime votre projet et on trouve que l'association Zeta et Nespresso, c'est fort de café. Génial. Et en pratique, du coup, les bénéfices, ils vont où? C'est Nespresso qui les prend? Ou il y avait une histoire de reverser Non, c'est Zeta. Oui, d'accord. Vous prenez aucun bénéfice. T'as pas dit ça il y a 2 minutes? C'est Nespresso qui ne prend aucun bénéfice. Nespresso ne prend aucun bénéfice. Putain, c'est golden. En fait, c'est Guillaume qui a été incroyable et qui a tout fait pour que ce projet fonctionne. Et il était formidable. Il nous a reçus en Suisse au siège à Vevey. Et c'était assez magique de le rencontrer. Quelqu'un de très humble et que j'admire beaucoup. Et en fait, il a tellement cru au projet qu'il a dit à ses équipes, vous foncez et vous donnez à fond pour que ce projet réussisse. Quoi. Vous êtes rencontrés? Ouais. Tout ne s'est pas fait à distance, c'était ma question. Ouais, okay. on est allé en Suisse, ouais. Tu viens de le dire, je crois, et j'étais en train de prendre une note, et du coup, j'ai raté ton... Pardon, chers auditrices, chers auditeurs, parfois, il y a une perte d'attention. Mais c'est parce que je prends des notes, je fais pas autre chose. C'est vrai. Mortel. Et donc, la com, il pousse la com. Ouais. Et donc, au niveau de la com, il se centre sur une campagne digitale. Donc, presse européenne, avec des grands magazines, Grazia, GQ, voilà. Et campagne d'influence, avec 7 influenceurs répartis en Europe. Je suis en train... Alors, le fond de ma pensée est le suivant. Je me suis dit, c'est cool, c'est un énorme coup de bol pour toi. C'est parce que ça te fait un gros coup de boost. What's in it for me à leur place, tu vois, qu'est-ce que eux ils y gagnent? Ce côté, on s'associe à des marques RSE qui changent le monde. J'imagine que t'es pas la seule et qu'il y en a d'autres. C'est tant mieux pour les autres aussi, mais je trouve ça super. Et du coup, je me dis, chers auditrices, chers auditeurs, vous qui travaillez dans des grands groupes, c'est vrai que c'est malin. Collab, pas seulement pour aller chercher de nouveaux bassins d'audience et faire de la vente, mais surtout de l'image et booster ensuite visibilité de cibles qui sont un peu éloignées, mais pas forcément. Et puis on est quand même dans une époque où Nespresso se bat sur l'impact environnemental de la capsule. Donc, et pas que ça, c'est impressionnant. Okay. Nous, on a eu 2 heures où ils nous ont expliqué que leur stratégie RSE, leur démarche RSE, c'est impressionnant. Et sur le plan social, dans les plantations de café, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Ouais. Et on le sent, c'est vrai. C'est réel tout ce qui se passe. Il y a des preuves, c'est mesuré, c'est réel. Et du coup, on se retrouve sur quand même pas mal de valeurs. Et pour eux, ouais, c'est aller toucher notre audience et surprendre aussi. Ça, c'est hyper important. Quand on fait une collaboration, et pour le coup, celle-ci était inattendue, on surprend le consommateur. Personne ne serait attendu. Zeta Nespresso, quoi. Oui, non, c'est surprenant. Et alors, comment ça se passe? Donc, ils font une grosse campagne européenne. Ouais. Achat média plus presse. Ouais. Et quel impact? Et quel impact? En termes de visibilité, incroyable. On a un trafic le premier jour sur le site de 15 000 personnes. Alors, uniquement Europe, parce que nous, on n'expédie pas hors Europe pour des questions environnementales. Donc, uniquement Europe. Et on a 15 000 personnes qui se baladent sur le site le premier jour, ce qui est assez impressionnant pour nous. En termes de conversion, pas forcément ce à quoi on s'attend. On a produit un bon stock quand même. Et en fait, ça... Il en reste quelques-unes, chers auditrices, chers auditeurs, sur le site. Mais je vois que les stocks sont très bas, donc dépêchez-vous si vous en souhaitez. Ok. Et donc, en fait, on ne sait pas forcément ce qu'on attendait en termes de vente. Je me pose encore la question. C'est assez difficile de savoir. Probablement le prix, qui était plus élevé que nos produits habituels, 155 € contre 135 €. Donc le prix a forcément joué. Est-ce que le fait que ce soit Nespresso, est-ce que ça n'a pas tourné le produit trop comme un goodies, tu vois, plutôt que d'un produit mode? Donc il y a plusieurs raisons, j'imagine, qui rentrent en jeu. Mais en tout cas, gros boost de visibilité. Ouais, c'est ça. Et on touche des marchés qu'on n'avait jamais, sur lesquels on n'avait jamais distribué. Oh, ok. Europe de l'Est, Scandinavie, Estonie, Lettonie, Lituanie. Ok. D'autres collabs à venir? Non, mais à venir, enfin, est-ce que tu en as en tête? Oui, ok, d'accord, super. Ouais. Enfin, tu vas pas abandonner l'idée de la collab. C'est pas un coup de. Comme il est venu vers toi, ça aurait pu être tu vois, une opportunité plus que très bien. Voilà, c'est ce que je veux te faire dire. Tiens, on a zappé un truc que je voulais te faire dire aussi. Mais le produit était prêt quand tu t'es lancé en 2000 lors de la campagne Ulule? Un produit n'est jamais prêt. Je pars du principe qu'il est jamais prêt et peut toujours être amélioré. Et à ce moment-là, j'étais un peu dans l'urgence
Pour moi, un an de développement, c'était beaucoup. J'avais testé le produit 6 mois. La matière était nouvelle. J'avais envie d'avoir la primeur sur le marché de cette matière-là. Et donc, je voulais absolument me lancer en septembre. Et en fait, forcément, la première production, il y a des petits défauts, il y a des choses à corriger, problème de sizing, problème de matière. Et donc, on s'améliore au fil de l'eau. Ok. T'as reçu des conseils à ce moment-là, non? Exactement. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec William de Asphalt. Et je lui disais, mais moi, mon regret, c'est d'avoir pas assez testé, retesté mon produit. Et lui m'a dit, mais attends, mais t'as bien fait de le sortir à ce moment-là. T'as bénéficié de l'engouement du marché. Et puis, c'est pas grave, un produit n'est jamais parfait. Je crois que l'un de tes principaux leviers d'activation et de croissance, c'est LinkedIn. Je trouve ça étonnant pour une marque de prêt-à-porter, de fringues de mode. J'aurais imaginé que, comme tout le monde, ça aurait été du social et de l'influence. Donc Instagram et de l'influence, ou TikTok et de l'influence. Ouais. Mais donc LinkedIn en premier. Ouais, et en fait, je m'en suis rendu compte assez tardivement parce que j'ai posté pour la première fois sur LinkedIn, moi qui avais un petit réseau vraiment à l'époque. Quand on est étudiant, on n'a rien en général. C'est ça, ouais, clairement. Et j'ai posté simplement un post pour la campagne de crowdfunding qui a décollé. Et c'est parti à ce moment-là que ça a commencé à prendre. Et je me suis dit, ah ouais, donc en fait, c'est un bon levier de communication et d'acquisition parce que ça fait pas trop commercial. Je le tourne toujours de la façon à raconter des anecdotes, à raconter des tips sur ma vie d'entrepreneur. Ce qui fait que c'est pas un discours commercial. C'est de la création de contenu qui va permettre de favoriser la croissance des ventes ou d'augmenter la visibilité en tout cas. Et ça fonctionne puisque ce qui est assez drôle, c'est que à chaque post, j'ai des gens qui m'écrivent en privé et qui me disent génial, ma prochaine paire, ce sera une paire de Zeta. 300 likes sur le dernier, 300 sur le précédent. Pas beaucoup de commentaires, mais beaucoup de likes. 3400 likes sur on se rend compte, c'est officiel, Zeta s'installe à Bordeaux il y a 3 semaines. Ah, t'as ouvert une boutique? Ouais, un pop-up. Ok, on en parlera. 1300 likes sur le précédent. Ok, donc ça cartonne. Ça marche bien, ouais. Ça te fait des reach à combien? Dernier 200 000 impressions, je crois. Ok. L'enseignement, il est là. Hein. On peut commencer petit et très rapidement arriver à un gros reach. Il faut poster quelque chose qui serve le destinataire d'un message. Sûr. Mais on le dit toujours, tu vois, la newsletter où c'est une liste de produits, ça n'a rien à voir. Il faut enrichir l'utilisateur final, le destinataire final d'un message. Ouais, le message soit intéressant. Et quel que soit le canal. Et ce qu'on disait aussi hier avec Mathieu Seccarelli, qui est un expert de acquise active et à son compte, donc c'était intéressant parce qu'il n'avait rien à vendre. Il faut choisir les canaux. Faut pas essayer de tout faire et d'essaimer un peu partout et pas forcément correctement. Je pense qu'en termes de communication, choisissez le ou les canaux sur lesquels vous êtes les plus à l'aise et allez-y à fond et faites-le bien. Tu postes à quelle fréquence? Quand j'ai quelque chose à dire. Mais j'écris pas pour écrire. Mais t'as beaucoup de choses à dire. Ça dépend si ma vie est palpitante ou si j'ai une anecdote qui me vient et comme tu l'as dit, je me dis ça pourrait servir à quelqu'un, je vais en parler. Tout simplement. Formidable. Donc premier levier. Si tu ne devais en garder qu'un, ce serait le... C'est compliqué parce qu'en ce moment, on peut pas vraiment vivre sans l'acquise, donc sans l'acquisition. Donc si j'en ai gardé un, Instagram. On vend par l'image aussi. Hein. Ouais. T'as une super DA qui l'a fait. Enfin, t'as une super DA. J'aime bien ta DA. C'est personnel. Qui l'a fait? Un free. Okay. On l'a refaite dernièrement par un free. Et on va la refaire évoluer encore. On n'est pas trop satisfait. Non, mais c'est bien. Faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Donc, tu fais aussi de l'acquise, tu fais du social media. Ouais. Et je vous l'avais promis en introduction, chères auditrices, chers auditeurs. T'as envoyé des baskets à quelques stars. C'est dans le cadre du partenariat Nespresso, c'est ça? Ouais, exactement. Ils en ont envoyé à Georges Clooney, à Ben Affleck, qui est un ami proche du PDG. Jean Dujardin, un ami proche de Georges Clooney. Ouais. Jennifer Lopez. Ouais. Ok. Ils les ont portés? Ça, on ne saura jamais. On sait qu'ils les ont reçus. T'as pas croisé un Insta ou... Non. Ok. Et je crois d'ailleurs que Ben Affleck n'a plus Instagram. Ouais, il a supprimé les réseaux. Ok, pardon, excuse-moi. Parce qu'on avait cherché, en fait. Alors, c'est Nespresso qui les a envoyés? Ouais. T'as pu glisser un petit mot, t'as pu faire quelque chose? C'est eux qui sont chargés. Ouais, c'est dommage d'un côté. Ouais. Enfin, merci Nespresso, j'imagine. Oui, complètement. Mais c'est vrai que s'il y avait eu un petit mot de
Laure, jeune entrepreneuse qui se lance, qui a une vraie mission à mener, dans laquelle ils peuvent potentiellement s'inscrire, c'est peut-être pas le même impact que... Ouais, c'est leur agence qui s'en sont chargés. C'est pas, en termes de logistique, ça aurait été un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué, j'imagine. Après, ils ont tout fait vraiment pour nous permettre de gagner en visibilité. C'était vraiment cool. Ils nous ont invités au Festival de Cannes. J'ai monté les marches. C'était assez incroyable. T'as monté les marches à Cannes? Ouais. Pas en basket, parce qu'on n'a pas le droit. Interdiction en basket, c'est uniquement des talons. Mais j'ai eu 48 heures à Cannes. C'est quoi, ça va finir dans le titre de l'épisode. C'est cool, ça. Ouais. Bon, en fait, là où je vais te lancer en parlant de ces noms-là et de cette anecdote, c'est sur l'influence et l'affiliation. Est-ce que tu en fais? Très peu. Très peu, parce que nous, ça fonctionne pas très bien. On est plus Donc, fan... t'as testé? Ouais, on a testé. Ça fonctionne mieux dans notre cas de la micro-influence. Avec des comptes à moins de 30K qui ont une communauté hyper engagée sur des sujets bien particuliers. Et ça a été prouvé. Une story, 20 ventes derrière. Une story, 20 ventes. Ouais. Ok. Alors que les autres... Des gros, ouais. Okay, des gros comptes à plus d'1 million d'abonnés sur de l'influence lors de la campagne Nespresso. Rien. Enfin, beaucoup plus compliqué. Sur ton Insta, tu as 34 000 followers. Comment est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu as des tips, des apprentissages à nous partager? Ce qu'on a appris dernièrement, alors on essaie d'avoir un feed hyper clean, hyper propre. Donc on a un super photographe au Portugal qui réalise tous les shootings. Tous les shootings que je vois, c'est le Portugal? Ouais. Ok. Et les tips, évidemment, c'est... c'est marrant, il y a une patte un peu... ça me rappelle quelque chose, mais je saurais pas dire quoi. Mais côté un peu... pas vieillot, tu vois, mais le... Grain. Un grain, ouais, grainé. Il y a quelques photos à l'argentique. Du sépia, Ok. Et les tips, je pense que je vais rien vous apprendre, mais le fait que l'algorithme d'Instagram ait changé et que maintenant il faut donner la priorité aux réels, aux vidéos qui vont plus remonter dans le feed des utilisateurs. Donc on essaye d'en faire, on n'est pas très très bon. On adore la photo et du coup on privilégie la photo. Et on essaye de donner le plus de transparence possible. Ça fait partie de nos valeurs. Et depuis le début, et je pense que c'est pour ça aussi que ça fonctionne, on montre tout. Ce qui se passe dans les usines, la composition. Les prix ont augmenté dernièrement, on explique pourquoi. Donc on explique que dû à l'inflation, que dû au coût des matières, la hausse des matières premières, de l'essence, on est obligé d'augmenter nos prix. Ça, on l'explique. Ok. T'as quand même quelques gros comptes. Je pense à Emily Lindmark que t'as sur ton flux qui porte des états. Ouais. Comment t'as réussi? Emily Lindmark vit entre Stockholm et Barcelone, d'après ce que je lis sur Insta. Mais surtout, elle a 1,7 million de followers. Ouais. Comment est-ce que tu touches ce genre de personnes? Alors ça, c'était pendant la campagne Nespresso. Ok, très bien. Ils avaient le contact, ils lui ont envoyé une paire. Ok. Putain, c'est vraiment du pain béni, Nespresso. Merci Guillaume. Tu envoies des cadeaux de Noël ou pas? C'est prévu. Des chaussures pour les enfants ou les femmes. Parlons distrib, tu ouvres un pop-up éphémère? Ouais, on a ouvert. Oui, on pardon, a fermé. vous avez ouvert. Ah, ok. C'était quand? C'était rapide. C'était il y a 2 semaines. Et c'était le premier? Ouais, c'était le premier en propre. On a eu la chance d'avoir un espace de 200 mètres carrés en plein cœur de Bordeaux. 200 mètres carrés pour toi? Ouais. C'est grand? Ouais, faut c'est le grand. remplir. Ah ouais, c'était... Il était meublé? Non. Donc t'avais un rectangle, ouais. Pas un rectangle, un cube, un vide de 200 mètres carrés. Ok. Ouais, c'était... et on a tout fait maison. Donc on n'a pas pris de presta. Donc il a fallu bien cogiter pour savoir comment meubler le lieu. Et on voulait pas en faire uniquement une boutique. Donc on a proposé bien sûr des produits neufs et de seconde main. Et on a à l'arrière installé un espace qui s'appelait Rethink. Et on a organisé des conférences, des tables rondes, des ateliers DIY pour sensibiliser les gens un peu aux enjeux environnementaux. Et c'était très très chouette parce que les gens sont venus. Il y a eu beaucoup de monde aux conférences, aux ateliers. Là où tu peux te dire, à 18h30, un lundi soir, t'as pas forcément envie de venir à une conférence sur l'entrepreneuriat responsable. Et en fait, si, les gens se sont déplacés et c'était génial. Comment tu lances la machine? La com? Ouais. Donc Bordeaux a la chance, d'être une ville un peu plus concentrée peut-être, mais en fait c'est assez étalé. Mais il y a quand même un tissu entrepreneurial qui est assez fort. Oui, qui est assez fort. Comment tu lances le truc? Classique. Réseaux sociaux, newsletter, acquisition ciblée sur Bordeaux.
presse, on monétise la presse, le bonbon Ouais. et feu. Ok. tu as des enseignements? Des enseignements, on aurait dû rester plus longtemps parce que, non, clairement, il y a des personnes qui n'ont pas pu venir nous voir pendant ces 2 semaines. On aurait dû communiquer un peu plus tôt. On a communiqué à 1 semaine Du lancement, de l'ouverture. parce qu'on s'est dit que c'était suffisant. Okay. Mais on a eu quand même 7000 visiteurs, un peu plus de 7000 visiteurs en 2 semaines. On a fait des très bons chiffres, donc non, c'est chouette. Ok, je vois des tapis, ça se trouve. Je vois sur les photos de ta boutique. Ouais. Mais surtout du mobilier de boutique assez simple, mais il faut quand même le trouver. Tu as... Pour la majorité de la récup, Ouais. Le Bon Coin, donc de la seconde main. Ok. Et après, les plateformes, les supports, non. Par contre, j'ai pas eu de solution, je les ai achetées neuves. Mais c'est des choses qui vont nous resservir. Tu vois, pour les salons, on va en faire prochainement à Pittiumo et à Copenhague. Ok. Ouais. Qui vont nous resservir sur les salons. C'est de la PLV qui va rester. Qui va rester. Un enseignement? Sur la PLV? Non, Ça sur coûte cher. ta boutique. Ça coûte cher la PLV? Ah ouais, qu'est-ce que ça coûte cher? Ça coûte super cher sur ces supports blancs là, parce qu'il n'y a pas 1000 vendeurs. Un enseignement sur la boutique. Qu'est-ce que tu aurais fait mieux ou différemment? Qu'est-ce que j'aurais fait mieux? Plus communiquer, encore une fois. Enfin, plus Plutôt en amont. On a bien communiqué, mais en amont. Et en PR, tu m'as dit que tu as eu pas mal de publications, et j'en ai vu. Tu as une agence, tu le fais en interne? Non, en interne. Enfin, c'est de l'entrant. On a de la chance, c'est de l'entrant. On ne cherche pas à avoir de la presse. Tu n'as pas une action d'outbound proactive d'aller chercher de la presse, c'est de l'entrant. C'est une belle étoile, hein. Profites-en, c'est cool. Non, mais c'est très très cool. Tu me parlais de salon aussi. Il y a un salon qui est assez important, qui est le Who's Next, qui t'a ouvert des portes. Raconte-moi. C'était génial. Premier salon que je faisais en tant qu'exposant. J'ai fait le Who's Next 2 fois quand j'étais étudiante pour accompagner une marque pour laquelle j'étais en stage. Mais là, d'avoir son vrai stand à soi, c'était incroyable. Puis le Who's Next, il y a une ambiance magique. J'ai rencontré mes concurrents. Et là, je me suis rendu compte que c'était. Alors, concurrents, je te demande pas de donner des noms, mais. Oh, si, on peut en parler. Hein. Mais concurrents de quoi? De basket responsable. De basket responsable. C'est donc, hyper large. J'ai vu Panafrica, on a vu Caval, on a vu Beldon qui sont devenus des copains. Et en fait, on s'est rendu compte très vite que ces concurrents ne sont pas des concurrents, qu'on va tous dans la même direction. Et que c'était hyper positif. Tu vois, le premier soir, on faisait la fête tous ensemble, quoi. Et donc, il n'y a pas du tout de guerre, il n'y a pas d'espionnage. C'est très bienveillant. J'échange avec beaucoup sur Slack. Beldon, Slack? j'ai encore dîné avec eux hier soir. Vous avez un Slack commun ou Tu sais, sur Slack, tu peux avoir des conversations. Ouais. Ok. Voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et je pense que c'est un bel enseignement. Moi, c'est ce que je prône. Ça sert à rien de refermer les écoutilles. Il faut parler à sa concurrence. Faut se voir, faut se comprendre. Il y a souvent, étant qu'on est en croissance de la place pour tout le monde, et en vrai, votre ennemi, il n'est pas là. Votre ennemi, c'est Nike Adidas. Ouais, c'est ça. Pour faire simple. Comme ça, c'est toi qui l'as dit. Clairement, moi, c'est ce que Personne je dis va toujours. débarquer avec un macaron au bureau. Tu vois, c'est que très souvent on me dit, mais c'est quoi la différence avec Zeta et X marque? Je leur dis, mais en fait, il n'y a pas de distinction à faire. Si vous achetez une marque de basket responsable, peu importe laquelle c'est, généralement, voilà, exactement. Okay. C'est exactement ça. Et quand est-ce que ces grandes marques, oh putain, on saute du coq à l'âne, mais c'est intéressant. Quand est-ce que ces grandes marques se lancent ou continuent de se lancer ou poussent encore plus loin? Ouais, elles se sont un peu lancées. C'est juste qu'elles n'ont pas poussé assez loin. Est-ce qu'elles peuvent? Tu vois, question de volume, parce que c'est la question que je te posais tout à l'heure. Est-ce que ton atelier arrivera à te suivre le jour où tu fais tu vends combien de paires aujourd'hui par mois ou par an? On a vendu en 2 ans 20 000 paires environ. 20 000 paires le jour où tu en vends 200 000. Tu vois, la question se repose quand même, quoi. Bien sûr. Non, je pense qu'ils pourraient. Ils ont les capacités pour, ils ont la RH pour, ils ont les têtes pour se lancer là-dedans. Non, ils ont même les moyens pour faire de la R&D. C'est une question de volonté. C'est tout. Donc Nike Adidas essaye de se lancer à leur échelle, d'utiliser des matières recyclées. Et c'est bien, et tant mieux, surtout avec l'impact en termes de volume qu'ils ont. Il y a aussi un problème d'éthique, on va pas se le cacher. Les usines sont toujours localisées en Asie, on ne sait pas ce qui s'y passe. La question, elle est là aussi. Il n'y a pas qu'une question d'empreinte environnementale. Tu recommandes les salons, du coup? C'est la première fois que tu faisais en tant qu'exposant. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu y gagnes? C'est hyper intense. C'est très très intense de pitcher son projet en français, en anglais, en espagnol devant plein de boutiques. C'est très chouette de pouvoir échanger avec d'autres marques sur des enjeux communs. C'est
ça galvanise les salons. Après, c'est compliqué. Il y a beaucoup de marques et c'est très compliqué de convaincre les boutiques. On n'est pas encore... on a une belle communauté, on est présent dans pas mal de boutiques, mais on n'est pas encore assez connu à l'étranger. Donc, difficile de convaincre. Sachant que l'étranger, tu veux y aller avec modération. Parce que par éthique, tu veux pas envoyer plus loin que l'Europe. Exactement. Ouais, on s'arrête aux frontières de l'Europe. Et puis pour rebondir sur le B2B, nous, il faut que ça reste une part minoritaire. On veut garder la majorité des ventes en B2C via le e-commerce. Pourquoi ? Parce qu'on y gagne plus. On a des marges qui sont déjà pas les mêmes que d'autres acteurs. On a des marges qui sont modérées. Le B2B, c'est très compliqué. Pour nous, ça fait davantage office de vitrine que d'avoir des chaussures dans des boutiques. On n'y gagne pas grand-chose. Donc en fait, on est obligé de se focaliser sur le B2C. On reste un instant sur la marge, ça m'intéresse. Donc marge plus importante en B2C qu'en B2B. Dans ton cas, tu as un price point qui est entre 130 et 150 euros, en gros, la paire, je dis pas de bêtises. Tu as fixé le prix et fait la modélisation pour y arriver, ou tu as fait une conception de chaussures et tu as rajouté un markup pour avoir ton prix ? J'ai rajouté le markup. Ok, bottom up, ok. Qui coûte du coup plus cher parce qu'elle est parce que fabrication européenne, fabrication artisanale dans une petite usine, et forcément quand tu fais fabriquer par une usine de 20 personnes, c'est pas les mêmes coûts que dans une usine de 150. Sélection de matières très très rigoureuse, uniquement européenne au Portugal, recyclée, labellisée, donc en fait forcément ça coûte plus cher. Et oui, c'est ça, on a des marges inférieures à d'autres acteurs. Mais on s'en sort très bien, heureusement. C'est juste qu'on fait les choses plus doucement. On a une croissance, on a une très belle croissance, mais on prend plus de temps à faire les choses. Compris. 80%, je ne l'ai pas deviné, tu me l'as dit avant qu'on enregistre cet épisode, 80% en B2C, en direct to consumer via ton site, qui est venu assez rapidement une fois que ta campagne Ulule était terminée. 20% en B2B sur des concept stores, des boutiques indépendantes, c'est ça. Quid des marketplaces ? Ouais. T'as un avis sur le sujet ? Les marketplaces, c'est génial pour pénétrer un marché étranger, surtout, et limiter les frais. C'est une vitrine également, et ça permet de faire du référencement. Sur d'autres, c'est ça, sur Internet. Et surtout, la commission, elle est souvent égale à 20%. Donc, c'est beaucoup plus faible que ce que peuvent nous demander des boutiques. Des distributeurs. À un markup de 2,5, quoi. Ouais. Markup de 2,5. Ouais, versus 20% pour la commission. Exactement. Pour la commission marketplace. Ouais. Sauf que toutes les marketplaces ne sont pas forcément alignées avec ton éthique. Exactement. Et donc, tu choisis, tu sélectionnes. On sélectionne. Ok. Ouais. Mais ton point là, et qui est intéressant, chers auditrices, chers auditeurs, c'est, et que je partage, c'est que pour aller à l'international, on a plein d'options. Il y a des agents, il y a des contacts, il y a des relais. Mais la marketplace, c'est quand même le moyen peut-être le plus simple, rapide pour aller tester tes produits sur un autre marché. C'est ça. Tu as des clés API, tu copies le site, ça tombe. En fait, les stocks tombent sur la marketplace. Ouais. Hyper simple à mettre en place. En 10 minutes, c'est fait. Et derrière, ça t'ouvre de la visibilité. Ouais. Formidable. On a fait un grand tour. Je voulais juste parler de tech, mais en fait, ça va être assez rapide. Donc, tu es sur Shopify. Ouais. Vous pouvez le deviner. T'as un CRM ? J'ai pas de CRM. Pourquoi ? Parce que figure-toi que le CRM de Shopify, pour le moment, fait bien le taf. Il fait le taf. Ouais, et on a de l'automation, et on a des campagnes de mailing qui fonctionnent bien, d'onboarding, de mailing, de panier abandonné qui fonctionnent bien. En natif sous Shopify. Exactement. Et donc t'es pas sur le ouais, c'est ça, le usual suspect habituel, le duo Klaviyo Shopify. Je pense qu'on y viendra. Je me suis un peu affolée quand j'ai vu les prix, pour tout te dire, parce que je pense que c'est dans mon raisonnement aussi. Et c'est pour ça que l'entreprise fonctionne bien et est pérenne financièrement, c'est que chaque coût est mesuré et je fais attention à où est-ce que je place l'argent. Et pour le moment, si le CRM de Shopify fait le taf, pourquoi passer sur Klaviyo ? Très bien, hyper intéressant. Mortel, Laure, on a fait un grand tour. C'était hyper inspirant. J'ai pris pas mal de notes. J'espère que ça vous a plu, chères auditrices, chers auditeurs. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés sur lesquels t'as un truc à nous apprendre ? T'as quel âge, là ? 25 ans. Hein, c'est ça, ouais.
C'est quoi la suite ? Tu vas où ? Je vais à Pitiomo en janvier. Non, on va où ? Si, je peux quand même te parler de la stratégie 2023. Ouais. Qui, pour le coup, j'ai eu le temps de me poser et vraiment de la définir comme il faut. La strat 2023, c'est d'accélérer le développement produit. On s'est reposé sur 2 ans sur le même produit, les baskets Alpha, qu'on a décliné dans toutes les couleurs possibles. On a bien fait, parce que du coup, on est arrivé au bout, mais là, il est grand temps d'accélérer. Donc, on a 3 produits prévus pour le prochain semestre. C'est ma partie, et j'adore ça. Franchement, c'est ce qui me passionne. Genre vraiment, sourcer les matières, dessiner, trouver le fournisseur, suivre l'avancée des prototypes, et ensuite imaginer la communication autour de ce modèle. C'est ce qui me passionne. Donc là, on a bien accéléré un modèle de montante, un modèle de running, des chaussettes, des casquettes. Il y a plein de choses qui vont arriver. Mortel ? Ouais. Ok. Pousser le B2C au maximum. Donc c'est pour ça aussi qu'on a recruté Louis, qui est notre chargé e-commerce et marketing. T'as donné son nom, fais gaffe. Hein. Super. Tu n'as pas... Enfin, il y a un moment où tu auras un plafond de verre, tu vois. Le B2C, tu peux aller très très loin. Et il y a Asphalt, que tu as cité, mais il y en a plein d'autres qui sont allés très 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 loin. La distrib, ça aide quand même à l'accélérer, à être repéré aussi. Enfin, tu vois, on en parle souvent sous le panier, donc c'est pas un secret, mais d'être au printemps, aux galeries ou au bon marché, c'est là que des acheteurs internationaux viennent faire leur shopping de marque, tu vois. Ouais, complètement, t'as raison, ouais. Non, c'est aussi dans la strat, tu vois, d'intensifier le B2B et sur les marchés étrangers notamment. Les grands comptes, on y pense. C'est pas le sujet pour le moment. Mais on l'a pas abordé, je le fais en vitesse, hein, mais quand tu parles de grands comptes, c'est la personnalisation pour des boîtes de... Non, les grands comptes, c'est printemps, galerie, bon marché. Ouais. Grand distributeur. Et mais oui, le B2B, ça fait clairement partie de la strat. Après, voilà, on fait nos marches sur le B2C et c'est pour ça qu'on essaye de... Ouais, je te vois sourire. Non, c'est bien. C'est une bonne strat. En fait, tu vois, assurer tes marges et ta direction, être seul maître à bord. J'ai un peu de mal avec le fait de... Je gagne rien en B2B, mais je vais quand même aller inonder les boutiques. Pourquoi est-ce que je vais retravailler mes artisans pour produire, pour travailler, si moi, en fait, ils vont travailler dans le vent. Je vais travailler pour l'image, je suis d'accord avec toi. Ça, pour la visibilité, clairement, et c'est pour ça qu'on le fait. Mais comme tu t'es lancé avant d'être sûr que ton produit soit... Enfin, tu vois, à 100%, on n'est jamais à 100% en termes de qualité parce que tu voulais être la première, poser un pied avant, c'est le cas de le dire, avancer vite et avant les autres. Donc, la stratégie d'inonder un marché, inonder, c'est peut-être un peu présomptueux, mais ce serait pas en accord avec nos valeurs. Ouais. L'idée de surproduire simplement pour gagner en visibilité. On le fait, on fait du B2B, on a des belles vitrines en Allemagne, en Belgique, etc. Et à côté de ça, on se focus sur le site. C'est une stratégie. C'est ta stratégie et je pense qu'elle est bonne. Laure, c'était cool, merci infiniment. C'était trop chouette. Ça m'a beaucoup plu, j'espère que vous aussi. Merci encore à Hugo pour cette intro. B-A-B-I-N, Laure Babin sur LinkedIn, c'est ça, hein, si vous voulez voir les posts dont on a parlé. Et évidemment, allez sur Zeta Shoes pour voir le produit dont on parle depuis 1 heure. Zeta-shoes, shoes.com, et vous mettez Zeta dans Google et vous tomberez au bon endroit. Merci Laurent. Merci à toi, merci à vous tous d'être toujours à l'écoute, c'est le cas de le dire. À bientôt. À bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.